continue d'ailleurs. On va en voir quelques exemples très récents en Europe. Regardez, un peu partout en Europe. Enfin, ce sont des émeutes, ce ne sont ni des révoltes ni des révolutions. En Italie, les conflits sociaux se multiplient. Des centaines de salariés en colère. Leur usine qui fabrique de l'aluminium va fermer. Ce soir, autour du Parlement, les policiers tirent sur les manifestants à l'aide de balles en caoutchouc. Ces indignés dénoncent le plan d'austérité du gouvernement. La Grèce renoue avec les grandes manifestations. C'est aujourd'hui que le gouvernement de coalition a annoncé son énième plan d'austérité et 30 à 40 000 personnes ont défilé à Athènes contre ce nouveau tour de vis sur les salaires et les impôts. Rarement, les Portugais n'avaient été aussi nombreux à descendre dans la rue. Par dizaines de milliers, ils ont envahi le centre de Lisbonne pour crier leur indignation contre des mesures de rigueur toujours plus dures. Après 10 jours de manifestations contre la hausse du prix de l'électricité, des affrontements avec la police ont fait 28 blessés la nuit dernière. Voleurs, crient ces centaines de manifestants devant le Parlement chypriote. Toute la journée, d'intenses négociations se sont tenues pour parvenir à un accord sur un plan de sauvetage. Nouvelle manifestation de masse hier soir à Madrid qui a rassemblé des dizaines de milliers de personnes. Une marée humaine hier dans les rues de Madrid pour protester contre l'austérité en Espagne. Alors, ces émeutes ne font pas une révolte, encore moins une révolution. Si on veut changer les choses, est-ce qu'on peut encore compter sur la révolte, Alain Badiou? Il faut de toute façon compter sur la révolte. Qu'on le puisse ou pas, c'est une obligation impérative. Les transformations radicales de l'histoire supposent qu'il y ait des mouvements populaires de masse et elles supposent un engagement fondamental de la jeunesse, comme on le voit en ce moment, comme on l'a toujours vu. Mais comme la jeunesse est de moins en moins nombreuse... Oh, ça, vous savez, les grands processus politiques sont des processus minoritaires. Hein. C'est ce qui nous garantira d'ailleurs de la terrible perspective que vous indiquiez tout à l'heure, de majorité de rentiers régnant sur la totalité du monde. Parce qu'il y aura toujours une minorité pour les déstabiliser, vous voulez dire? Les révolutionnaires français eux-mêmes étaient de très jeunes gens, finalement. Et ce sont toujours des minorités activistes, soulevées, enthousiastes pour une idée, qui font bouger les choses dans les profondeurs de l'histoire. C'est ce qui est arrivé dans les pays arabes et que vous notiez par exemple. Et c'est loin d'être terminé, parce que la situation des pays comme la Tunisie ou l'Égypte est encore une situation tout à fait instable. Mais ce que je voulais dire, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, mais je n'ai jamais soutenu que ça suffisait. L'émeute, c'est l'émeute, c'est le charbon de l'histoire, c'est quelque chose qui la fait bouger, qui la transforme, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait des orientations politiques, il faut qu'il y ait des idées, il faut qu'il y ait des théories, il faut qu'il y ait ce que nos classiques, nos anciens, appelaient la fusion de la théorie et de la pratique, en fin de compte, quelque chose comme ça. C'est-à-dire il faut que les idées de l'émancipation pénètrent dans le mouvement lui-même. Et actuellement, je pense que la crise n'est pas la crise des émeutes. Des émeutes, il y en a partout dans le monde. La jeunesse est très mobilisée dans les endroits où elle est encore très abondante. Par exemple, il y a des émeutes ouvrières considérables en Chine, pour prendre un exemple à la fois central et éloigné de nous. Le point n'est pas là. Le point, c'est qu'il y a une crise de l'idéologie révolutionnaire elle-même. Il y a une crise de la pensée de l'émancipation. Elle est liée naturellement à des choses évidentes, qui sont le terrible bilan des États socialistes, des États terroristes, etc. Mais ce bilan, il faut que nous le fassions nous-mêmes, et il prendra un certain temps. N'oubliez pas qu'entre le moment des premières émeutes ouvrières au XIXe siècle et l'émergence de la pensée marxiste révolutionnaire et les résultats effectifs de cette affaire tout au début du XXe, il s'est écoulé une très longue période historique. Donc ne soyons pas impatients, nous sommes entre deux mondes. Nous sommes dans un monde dans lequel la vieille pensée révolutionnaire est pratiquement obsolète et où se cherche quelque chose de nouveau en la matière. Il y a des émeutes, il y a des expériences pratiques, il y a des développements intéressants, et puis il y a aussi le développement d'une pensée théorique un peu neuve qui essaie de fournir à la pensée de l'émancipation quelque chose qui permettra d'animer, d'unifier et de rendre réellement puissante et, espérons-le, victorieuse, les émeutes historiques dont vous parlez. Donc je voudrais dire ce point. La question fondamentale aujourd'hui n'est pas celle de la vieillesse ou de la jeunesse. La question n'est pas celle de l'absence d'initiative et d'enthousiasme dans la jeunesse. Ça existe, ça va, ça vient, mais ça existe. La question fondamentale est celle de la perception et de la représentation que nous pouvons nous faire d'un avenir autre que celui qui nous est proposé. Voilà, c'est la question
de l'autre possibilité. Et alors justement, quand, pendant toutes ces dernières années où il y avait des émeutes un peu partout dans le monde, et à chaque fois on disait mais pourquoi pas en France? Et une des réponses, en particulier qu'on donnait sur ce plateau, c'était de dire en France il va y avoir une grande élection présidentielle, alors il n'y a pas de raison de se révolter, on va attendre que l'élection puisse changer les choses. L'élection a eu lieu, elle n'a pour ainsi dire rien changé d'après ce que tout le monde dit, et pourtant il n'y a pas plus d'émeutes en France, en tout cas les peu d'émeutes qu'il peut y avoir en France, voilà à quoi ça ressemble, regardez. Oui. Le 24 mars à Paris, c'est la manifestation anti-mariage qui dérape. Elle se termine par un face-à-face musclé entre les forces de l'ordre et quelques activistes. Ils ont réussi leur pari, une chaîne humaine de 25 km de long pour dire non au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. L'ambiance était détendue, loin des affrontements récurrents entre opposants et forces de l'ordre depuis plusieurs années. Les joueurs du PSG brandissent le trophée. 19 ans que les supporters et le club attendent ce moment. La cérémonie au Trocadéro doit immortaliser cette apothéose, mais très vite, le rêve tourne au cauchemar. Des projectiles obligent les joueurs à battre en retraite et les casseurs entrent en action. La fête aura duré quelques minutes. Place aux scènes d'émeutes en plein cœur de la capitale. Face à face, des centaines, voire quelques milliers de pseudo-supporters et 800 gendarmes et CRS. La guérilla urbaine va durer plusieurs heures. Régis Debray, guérilla urbaine? Non, écoutez, il ne faut pas se payer de mots. L'heure n'est pas à la révolution. Entendons-nous d'abord sur le mot. Derrière une révolution, il y a une philosophie. Derrière une révolte, il n'y a pas de philosophie. Une révolution, c'est une projection vers un avenir généralement puisé dans le passé. Révolution française, refaire la Rome républicaine, 1917 en Russie, refaire la Commune de Paris, refaire 1840. Vieux qui reprend ce que je disais, pas de futur sans passé. Mais nous avons affaire à des protestations, le mot est employé, je crois que c'est le bon mot, c'est-à-dire des colères, des révoltes. Une révolte n'a pas de projet d'avenir et elle n'a pas de passé, elle ne s'inscrit pas dans une histoire, alors qu'une révolution s'inscrit dans une histoire avec, je dirais, une conception de l'avenir. Or, aujourd'hui, nous n'avons pas cette conception. Les modèles anciens se sont épuisés et nous allons voir proliférer, je dirais, des jacqueries, des colères, qui sont caractérisées par des explosions instantanées et qui ne se survivent pas elles-mêmes, qui ne s'organisent pas, qui sont, si vous voulez, des flammes, des flamboiements, mais qui s'éteignent, faute d'organisation. Et je pense d'ailleurs que les nouvelles technologies sont excellentes pour la révolte, pas bonnes pour la révolution. Pourquoi? Parce que les nouvelles technologies permettent de mettre 200 000 personnes sur la place Tahrir au Caire, pas 1 million, parce qu'il n'y a que 200 000 ou 300 000 personnes qui tiennent sur la place Tahrir, mais ne créent pas d'organisation, ne s'enracinent pas dans une histoire. C'est les frères musulmans qui arrivent. Les frères, c'est eux qui récoltent. Pourquoi? Parce qu'ils sont organisés, qu'ils ont une conception du monde. Les gens qui allaient à la place Tahrir sont des gens très sympathiques, c'est des gens comme nous, qui pensent bien, etc. Mais ils ne savent pas s'ancrer dans une organisation, c'est-à-dire dans une patience. Ils vivent dans l'instant, voilà. Autrement dit, on peut se faire évidemment de la révolution un fantasme, un insigne à la boutonnière, une façon de se distinguer, de dire non, on n'est pas d'accord. Et bien sûr, par chance, l'homme n'est pas d'accord avec les conditions qui lui sont imposées. C'est ce qui fait qu'il est un homme et pas une bête. Nous sommes d'accord. Mais cette non-conformité au présent requiert une conception de l'histoire. Voilà. Myriam Marzuki. Je reviendrai sur deux choses qu'on a entendues dans les images, là qu'on vient de voir. C'est tout d'abord le mot d'indignation qui a été prononcé. On l'a beaucoup entendu en parlant de Stéphane Hessel, mais c'est Spinoza qui, peut-être pas le premier, mais en particulier dans le traité politique, fait de l'indignation un affect politique. Je pense que c'est profondément vrai. Et Étienne Balibar, le commentant, disait qu'à un moment, il y a un seuil d'incompressibilité en deçà duquel on ne peut pas aller. C'est-à-dire qu'à un moment, on est dans un rapport de force, on est dans une conception immanente de la révolution, c'est-à-dire que quand on est
arrivé à un moment où l'indignation a atteint son apogée, le processus révolutionnaire peut sans doute se mettre en place. Peut-être que nous n'avons pas encore atteint ce seuil d'indignation et que le seuil d'incompressibilité n'a pas encore été atteint. La deuxième chose, c'est que parmi les images qui ont été montrées, je trouve un petit peu choquant quand même de mettre bout à bout ou sur le même plan une protestation, celle des opposants au mariage pour tous, une émeute spontanée et je pense sans grande signification politique, celle qui s'est déroulée sur les Champs-Élysées, et puis au milieu Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Il se trouve que là, c'était parce que, juste pour qu'on les dernières images sont très pacifiques. Mais il y avait eu, avant cela, il y avait eu de véritables échauffourées. Mais là, on était à un moment plutôt pacifique. Un moment plutôt pacifique et qui, peut-être, est le signe qu'on a là, de manière minoritaire, disséminée, à la marge, quelque chose qui est de l'ordre d'une construction et pas seulement d'une protestation. Il me semble que ce vers quoi nous allons dans le siècle à venir, c'est que les formes révolutionnaires, si la révolution c'est la transformation radicale des conditions de coexistence politique des hommes, que les révolutions à venir vont intégrer quelque chose que la révolution par essence n'a jamais intégré, c'est l'élément naturel. C'est-à-dire qu'on a toujours distingué ce qui est de l'ordre de l'action humaine, qui est contingent, qui relève de la décision humaine, et puis ce qui est l'ordre de la nécessité naturelle. Et il me semble que l'écologie politique, dans la diversité de ses formes et dans son histoire également, est peut-être la pensée qui aujourd'hui nous permet d'envisager cet avenir dont nous parlions tout à l'heure, et aussi d'anticiper peut-être que les formes d'insurrection que nous allons subir dans les décennies à venir vont être en grande partie liées à la rencontre extrêmement dangereuse entre la récession économique et l'aggravation des catastrophes climatiques. Et que vraisemblablement que dans les processus révolutionnaires à venir, la donnée naturelle, c'est-à-dire peut-être, comme le dirait Bruno Latour, qu'il faudrait penser à faire entrer les choses dans un parlement des choses, que nous faisions, que nous écoutions la nature aussi, et que cette donnée-là est une donnée sur laquelle nous ne prêtons pas attention. Ça me fait un peu penser à l'insensé dans le Gai Savoir chez Nietzsche qui vient annoncer que Dieu est mort, que personne n'écoute. Nous, on nous a annoncé que la nature, que la catastrophe a déjà eu lieu, que la catastrophe est en cours et que dans les processus révolutionnaires humains, cet élément-là aura une importance que nous ne pouvons peut-être même pas encore nous représenter, mais pourtant, elle est déjà documentée, on nous en parle, mais nous n'entendons rien, en tout cas nous ne voulons pas entendre. On voit bien quelle est la faible audience de l'écologie politique aujourd'hui. Encore moins depuis que la crise a éclaté. Oui. Et Fukushima a eu lieu et on a l'impression qu'au fond, rien n'a véritablement changé. Oui, c'est quand même pour les femmes et hommes de notre génération l'immense surprise. Nous avons vécu avec l'idée pendant des décennies qu'il y avait, pour les gens qui étaient à gauche, le mouvement réformiste, le mouvement révolutionnaire, tout ça a quand même disparu. Et alors moi j'ai juste une hypothèse, mais il y en a une qui est pour partie convergente avec ce qu'a dit Régis. Je crois qu'il y a trois mots qui plombent l'idée même de rupture. Le premier mot, c'est celui de technique, le sentiment au fond que l'être aujourd'hui, les êtres humains, sont complètement, j'allais dire, prisonniers. Les trois rendent les individus prisonniers. Le premier mot, c'est donc celui de technique, et au fond, personne ne sait si l'Internet, si ça forme des groupes, des ceci, personne, qu'est-ce que c'est qu'une communauté, personne n'en a la moindre idée sur le sujet. Tu as eu une interprétation tout à l'heure sympathique, disons que ça permettait la révolte et pas la révolution. C'était une jolie formule, est-ce qu'elle est vraie ou fausse? En tout cas, c'était joli. La deuxième, c'est ce mot de dette. Vous vous souvenez qu'on a utilisé, pour parler de révolution, la comparaison avec le fait que la Révolution française était née d'une dette trop importante. La dette, c'est ce mot qu'on utilise du matin jusqu'au soir, c'est un mot de culpabilité. On culpabilise des sociétés, je parle des sociétés occidentales, sur les mots de dette publique, privée. Ce serait peut-être juste le point, les dettes, on n'en sort jamais que par des mouvements quand même brutaux, parce qu'à un moment, il faut se répartir le coût de la dette. Et comme c'est quand même très important... il faut les annuler, ça c'est vu. Oui, mais il faut bien que c'est quelqu'un qui paye. À un moment, il y a un moment qui paye, alors tout le monde se dit, ça va être le système financier. Bon. Et puis le troisième mot, c'est le mot de déclin. C'est que nous sommes dans des sociétés profondément convaincus que nous sommes en réalité en dehors de l'histoire déclinistes. Et qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse une révolution dans un univers au fond qui est borné, fini, appauvrissant, décliniste. Ces trois mots sont des pièges absolus, j'allais dire, pour même
bâtir une théorie de ce que pourrait être un monde ou une rupture, comme vous l'avez indiqué. Oui. Alors je reconnais que l'aspect de la nature, le choc de la nature est vraisemblablement quelque chose qui à ce moment-là redonne de l'air, si on peut dire, ce qui est un paradoxe. Oui, ou un manque d'air. Hein. Oui, un manque d'air. Vous savez, moi je me demande si on ne surestime pas beaucoup la politique et si on ne sous-estime pas gravement la technique. Je vais un peu peut-être dans un sens différent du tien. Qu'est-ce qu'une révolution? C'est la rotation d'un corps mobile autour de son axe et c'est le retour au point de départ. D'ailleurs, toutes les révolutions retournent au point de départ. On ne va pas prendre des exemples évident, elle débouche généralement sur une réaffirmation de la nation et de l'État. Ça débouche sur un nationalisme renforcé, sur la construction d'un État centralisé. Il n'y a qu'une révolution technique qui ne revient pas en arrière. Les vraies révolutions, elles ne se programment pas, elles n'ont pas de chef. Qui a inventé l'électricité? Mais après l'électricité, vous ne vivez plus comme avant. Après le tracteur, vous ne reprenez pas une charrue. Après une télé couleur, vous ne reprenez pas une télé noir et blanc. C'est-à-dire, s'il y a un progrès, moi je crois que ce progrès, il est technologique fondamentalement. Et je constate que nous avons une sorte d'obsession politique, sans doute dérivée, me semble-t-il, d'un inconscient religieux, qui est au fond l'inconscient judéo-chrétien, avec l'idée d'une apocalypse, l'idée d'un jugement dernier, l'idée d'une rupture avec l'homme ancien au bénéfice de l'homme nouveau, imprégnation religieuse, dont je commence à mettre en question un peu les dérivés politiques, si vous voulez. Et en tant que médiologue, moi je suis technophile, c'est-à-dire je prends très au sérieux les ruptures technologiques, car je constate qu'elles créent du nouveau qui ne reproduit pas de l'ancien. En tout cas, pas de la même façon. Et là, si vous voulez, il y a là un phénomène bizarre. Et on a toujours sous-estimé, tout au long de l'histoire, les révolutions techniques. Tout simplement. Qui a fait attention à l'apparition de l'électricité? Qui a fait attention à l'apparition de la machine à vapeur? Personne. On s'en fout. Un petit peu quand même. Oui, il n'y a pas. Non, mais attendez. Marc, d'accord. Il n'y a pas de fondation. Il y a la révolte des canutes à Lyon. Une révolution technique ne porte pas de nom propre. Elle est considérable et surtout, elle a un cliquet d'irréversibilité. Si vous voulez. Mais un cliquet d'irréversibilité, une richesse nouvelle qu'il faut se répartir. Ah oui, c'est toute l'histoire du XIXe siècle. La lutte des classes est liée à la machine à vapeur. Mais c'est aussi une manière. Il y a aussi une discrimination à l'égard des anciens, contre les anciens, en faveur des jeunes, qu'on voit depuis l'apparition d'Internet. Je vous propose de regarder tout de suite une publicité dont on ne verra pas la marque, je vous rassure tout de suite, pour un fournisseur d'accès Internet. Alors, regardez qu'est-ce qu'on voit. On voit forcément des gens âgés. Grâce à Internet, Luce et Henri communiquent mieux. Je dis qu'il faut envoyer, alors clique, vas-y. Connectez-vous à Internet. Clique parce que moi je sais pas faire soi-disant. Alors vas-y, montre-moi. Tu me dis de cliquer, moi je vais cliquer. Au bon endroit. Tiens, connexion. Il y a écrit connexion là. Mais tu m'agresses. Oh là là, tu sais, moi je m'en vais. Tu ne sais pas cliquer avec un doigt. Comme ça là. Toi tu sais ce que c'est qu'un email? Bon, c'était pour rire. Cette mythologie de la connexion est exaspérante. Oui, sur la question de qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui est irréversible, qu'est-ce qui ne l'est pas, ça dépend absolument du niveau des choses qu'on examine. Par exemple, on pourrait dire que jusqu'à présent, l'élément invariant des sociétés humaines, c'est qu'elles sont structurées autour d'inégalités fondamentales. Or, ce point-là, la technique ne l'a pas aboli, absolument pas. Il a déplacé les inégalités, mais nous sommes aujourd'hui encore, il faut bien le dire, dans un régime largement oligarchique, où une poignée très limitée, finalement, de gens disposent, pour l'essentiel, des recherches, des moyens de production et des dispositions économiques. Donc, je n'ai jamais dit que la technique soit la solution du problème. Non, mais peut-être que la fondamentale de la société. Le problème de l'inégalité. On dit qu'elle redistribue les cartes. Oui, le problème de l'inégalité, en tant qu'il est un invariant historique des sociétés, je regrette, c'est un problème politique. L'expérience montre qu'aucune innovation technique ne l'a résolu pour son propre compte. Mais pardon, Alain Badiou, on peut dire aussi que ces innovations techniques, c'est vrai, profitent au départ à peu de gens, mais au fur et à mesure, avec les années qui passent, les générations se répartissent au contraire le plus largement possible dans un nouveau système d'inégalité. Les voitures, je ne suis pas en train de dire que les gens vivent maintenant comme ils vivaient du temps de l'Antiquité grecque. C'est pas le problème.
Le problème, c'est que la structure de la société reste profondément et fondamentalement inégalitaire. Et au fond, l'idéologie politique contemporaine, elle se résume en un mot. C'est est-il possible de construire une société qui soit réellement égalitaire? C'est ça la question. Or, cette question, je regrette. Je ne vois pas que la technique comme telle y soit convoquée. C'est la politique qui y est convoquée. Je n'ai jamais dit que la technique résolvait les problèmes sociaux et politiques. Je dis qu'elle refont un monde dans lequel les vieux problèmes sont à traiter autrement. C'est tout. La première révolution industrielle, la machine à vapeur, elle va créer cette société dramatique du XIXe siècle. Donc c'est classe sociale, l'affrontement. La deuxième révolution industrielle, l'électricité dont tu parlais, qui va créer le Fordisme en fait, va créer ces classes moyennes et une sorte d'apaisement des tensions sociales. Et puis aujourd'hui, c'est ça qui est très intéressant. Alors là, il n'y a pas de révolution technique. C'est pas ça l'origine. L'éclatement des inégalités, qui en fait date d'une trentaine d'années dans tous les pays développés, il est intellectuellement immaîtrisable. Pourquoi? Il n'a aucun rapport avec la technique et il est le cœur du retour de la politique. Parce qu'il va bien falloir s'en sortir. Absolument. Vous dites qu'il n'a aucun rapport avec la technique, mais comme par hasard, au même moment, a eu lieu une révolution technique considérable, qui est pour ainsi dire la révolution informatique. C'est vrai, mais est-ce qu'on peut dire que le fait qu'il y ait à la fois des téléphones et l'informatique a fait brutalement qu'on se retrouve avec une finance exubérante? Certains le disent. Certains le disent. Myriam Marzuki. Moi, j'ai l'impression, pour revenir à ce que vous disiez sur le caractère irréversible de certaines inventions techniques, c'est à la fois totalement vrai. Effectivement, il y a des seuils qui sont franchis et qui font que, au fond, il n'y a pas forcément d'intérêt humain à revenir en arrière. Mais qu'en même temps, il y a une critique aujourd'hui de la technique qui est une critique des rapports que nous avons aux objets techniques, qui est une critique du temps qui est modifié par l'usage des techniques, qui est une critique fondamentalement politique. Et que dans ces usages techniques qui pourraient paraître aliénants, on peut critiquer une certaine manière d'être engagé dans un rapport de productivité permanente, d'accumulation du capital, de destruction de la nature. Donc je pense qu'effectivement, mais je crois que c'est ce que vous disiez finalement, c'est que la question de la technique et la question de la politique ne sont pas séparables. Mais il me semble qu'il n'y a pas d'irréversibilité non plus à considérer que nous soyons désormais totalement aliénés. Et encore une fois, je pense que c'est la diversité des théories qui relèvent de l'écologie politique qui nous permettent quand même d'envisager que nous ne sommes pas non plus dans une sorte de fatum qui nous engagerait irréversiblement à creuser une sorte de pente inaugurée peut-être par le XIXe siècle dont vous parliez tout à l'heure. Non, il est vrai que toute révolution technique suscite ses utopies politiques, n'est-ce pas? Au XIXe, quand on a inventé le chemin de fer, beaucoup de gens ont dit mais il n'y aura plus jamais de guerre entre la France et l'Allemagne. La guerre, c'est fini, puisqu'on va d'un pays à un autre comme ça, c'est fini. Aujourd'hui, on a l'utopie de l'hyperconnectivité, c'est-à-dire que tous les problèmes sont solubles dans la connexion. C'est idiot, parce que le vrai problème, c'est comment... c'est pas simplement entre ici et là, c'est entre hier, aujourd'hui et demain. C'est-à-dire, c'est la transmission dans le temps qui est le problème. C'est pas la communication dans l'espace. Mais on a, avec l'informatique, une explosion de vision utopique, parfaitement petite bourgeoise. La fin des frontières. Au demeurant, la fin des frontières, il n'y a jamais eu autant de frontières qu'aujourd'hui. Il se crée des États tout le temps. Il y en avait 45 en 47, il y en a 197, enfin bref. Et donc, il y a aussi cette idée donc du village global. Nous sommes tous copains puisque nous pouvons communiquer entre nous, acheter toutes les marchandises qu'on veut. Tout ça, c'est tout de même né de cette révolution informatique qui suscite donc, je dirais, ces illusions lyriques, peut-on dire. C'est pas très lyrique d'ailleurs. Et ce ne sont pas forcément des illusions, dirait Jean-Hervé Lorenzi. Non, mais en plus, je suis obligé quand même de séparer les choses de manière, pardon de le dire, mais plus précise. Qu'est-ce qui a fait, c'est vraisemblablement, qu'est-ce qui a fait, cette espèce d'explosion des inégalités, qui quand même, à un moment, doit trouver une solution politique. Qu'est-ce qui a fait cette crise dans laquelle nous sommes? C'est à la fois la technique, sans aucun doute, et la globalisation, c'est-à-dire une sorte de discours post-guerre d'ouverture des frontières. L'OMC est né, non pas de la connexion,
informatique d'un discours politique sur l'idée que désormais chacun devait pouvoir accéder à des formes de consommation peu onéreuses. C'est un truc absurde, puisque on a ouvert les frontières pour acheter moins cher son frigidaire, mais comme ça fait des chômeurs, évidemment, et comme le chômeur ne reste pas dans la rue, on retrouve le prix dans le frigidaire. Enfin, tout ça, c'est une fiction. Mais on ne peut pas dire que dans cette affaire-là, la connexion informatique a joué un rôle, j'allais dire, moteur, initiateur. Il a accompagné, il a développé, mais la globalisation, cette vision, cette utopie de la globalisation que tu évoquais, avec le maximum de frontières et ce paradoxe, la réalité de ce monde totalement segmenté, c'est quand même une invention idéologique extraordinaire. Alors peut-on compter